rétablir la 81. Ensuite, il va en prendre d'autres concernant la dépendance, par rapport à la finance, par rapport au pouvoir politique. Ce sera en août. Et puis une dernière en septembre pour interdire la reparution des journaux qui ont collaboré. 80 ans après, la presse est en crise. Et où en sont les ordonnances? Ont-elles été respectées ou non? Je pense que la réponse est dans la question. Et c'est pour cela que nous avons organisé cette journée. Je vais laisser dans un instant Lydie Limer, qui est juste derrière moi, et qui va présenter cette première plénière avec nos invités, qui sont des spécialistes de la formation. Je voudrais remercier avant tout, on ne sait jamais, je pourrais l'oublier après ce soir, vous savez, la journée va être longue et dure, non, c'est pas vrai, ce sera agréable. Je voudrais remercier toute l'équipe de l'ISFJ qui nous accueille. Ludovic Place va nous rejoindre tout à l'heure, c'est le directeur national, le directeur parisien. Pascal Toth, qui nous a accueillis de manière formidable, ça se voit d'ailleurs. Je n'ai jamais vu autant de caméras en même temps. Merci beaucoup. L'équipe, bien sûr, alors les étudiants, les étudiantes, qui nous ont énormément aidés déjà pendant la préparation de ce colloque, qui sont venus en stage chez nous au Club de la Presse, et puis les étudiants et étudiantes qui vont s'occuper de filmer, de prendre des notes, et qui vont participer à la rédaction d'un livre blanc après cette journée. Et puis, bien sûr, l'équipe du Club de la Presse, l'équipe permanente qui a fait un travail là aussi extraordinaire. Les administrateurs, Hugues Chéniaud qui va animer tout à l'heure un atelier, Lydie Limer qui va animer cette première table ronde et qui a aussi travaillé énormément, vous verrez tout à l'heure les résultats, sur une exposition qui accompagne cette journée. L'exposition, elle est au rez-de-chaussée, vous l'avez peut-être aperçue. Lydie vous en dira un mot tout à l'heure. Et voilà, il y a beaucoup de choses à découvrir. Je n'en dis pas plus. Lydie, je vais te laisser présenter nos intervenants. Voilà, je te sentais hésitante. Je vous retrouve tout à l'heure. Alors oui, la journée est organisée, vous avez les programmes. Une plénière ce matin, 4 ateliers, et une plénière pour terminer, et un petit compte-rendu des ateliers auxquels vous n'aurez pas pu assister. Pardon ? Pascal, je ne le vois plus. Voilà, il est là. Bon, pardon, je vais prendre la parole. Merci Philippe d'ailleurs de nous rejoindre ici au campus L'Utile Millennium. Je salue l'arrivée de Ludovic Place, qui est le directeur national du SFJ, qui vient exprès de Paris pour assister à cette conférence. Il vous dira un petit mot à la fin de cette plénière, le temps qu'il s'installe et qu'il vous rencontre. C'est toujours beaucoup d'émotions pour des étudiants, pour une équipe pédagogique, que se poser la question d'un élément fondateur autour de la liberté de la presse. Moi-même étant tous les matins à la radio et à la télévision, c'est une question qu'on se pose. Jusqu'où, comment, avec qui et pourquoi parler de tel ou tel sujet? Pourquoi évoquer telle ou telle information et dans quels termes on évoque les informations? Pour éviter évidemment toute incompréhension de la part des personnes qui nous écoutent, qui nous lisent, qui nous regardent, parce que c'est important également de leur apporter cette nourriture, si je puis dire, qui est l'information, qui est une matière très, très vivante. Alors, c'est beaucoup d'émotions de pouvoir se poser pendant une journée, Philippe, et de se poser les bonnes questions par rapport à ce qu'on doit dire, ne pas dire, expliquer davantage, développer davantage et dans quelles conditions, parce que c'est là l'essence même de notre métier. Je sais que toi, c'est ton métier depuis de nombreuses années. J'espère que pour les étudiants qui sont ici présents, ça sera le début de leur métier pour de très, 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 très longues années. Je remercie les professionnels qui se joignent à nous aujourd'hui, professionnels de la presse, professionnels des médias, professionnels aussi bien de la législation, c'est-à-dire des personnes qui étudient et qui voient le droit par rapport à cette presse. Et puis c'est l'occasion aussi évidemment de se poser plein de bonnes questions et on aura peut-être l'occasion de répondre. En tout cas, c'est avec beaucoup d'émotion que nous accueillons le Club de la Presse aujourd'hui. Je joins à mes propos évidemment Ludovic Place qui sera à vos côtés tout à l'heure pour exprimer également sa gratitude par rapport à ce colloque. Et je vous souhaite la bienvenue ici au campus L'Utile Millennium. Bienvenue. Encore merci. Merci. Bonjour. Oups, non, oui. Bonjour.
Alors pour animer, pour discuter de cette première plénière sur l'évolution de l'état d'esprit des ordonnances de 1944, le club de presse et l'IFSJ ont le plaisir donc d'accueillir Patrick Evenot. Vous êtes professeur émérite en histoire des médias, vous avez enseigné à l'École supérieure du journalisme de Lille, donc vous êtes ici chez vous, quelque part. Vous avez également été rédacteur en chef de la revue semestrielle Le Temps des médias et président de l'Observatoire de la déontologie de l'information. Vous avez publié plusieurs ouvrages dont Le Monde, Histoire d'une entreprise de presse 1944-1995, le journal Le Monde, une histoire d'indépendance et 100 ans à travers les unes de la presse. Donc merci à vous de vous être déplacé. Nous avons également le plaisir d'accueillir Jean-Paul Vies, qui est chercheur associé à l'Institut de recherche historique de Septentrion. Vous êtes spécialiste de l'histoire de la presse. Vous avez rédigé plusieurs ouvrages également, parmi lesquels La presse clandestine dans le Nord occupé, La presse du bassin minier du Pas-de-Calais de 1790 à 1940 et Les quotidiens du Nord-Pas-de-Calais et de Picardie depuis la Libération. Et enfin, nous accueillons Jean-Marie Charon, sociologue associé au Centre d'études des mouvements sociaux de l'École des hautes études en sciences sociales. Vos recherches portent sur les médias, le journalisme et l'information. Vous avez présidé la Conférence nationale des métiers de 2013 à 2016 et vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages dont Rédaction en invention, La presse des jeunes et Jeunes journalistes, l'heure du doute. Donc, ça va concerner et intéresser nos étudiants. Alors, avant de discuter de l'évolution de l'état d'esprit de ces ordonnances de 1944, il paraît important de les recontextualiser, de savoir un peu dans quel moment historique on a éprouvé le besoin de prendre des ordonnances concernant l'indépendance de la presse et peut-être pour dresser un panorama de ce paysage historique et médiatique, je vais m'adresser à vous, peut-être Jean-Paul Vies, pour nous présenter un peu le contexte. Donc je vais essayer de recontextualiser tout ça, de vous mettre en perspective donc ces ordonnances, parce qu'il faut savoir qu'on ne part pas de rien. Donc ce sera schématique, mais enfin ça vous permettra de voir comment on est arrivé à ces ordonnances. Donc les ordonnances de 1944 et notamment celle du 26 août 1944 sont le résultat, sont le fruit d'un certain nombre de réflexions qui ont été menées bien sûr durant l'occupation par différents groupes de résistants, je dirais, et pour faire vite, et qui parfois avaient déjà été formulés durant l'entre-deux-guerres. Durant l'occupation, en effet, dans la presse clandestine, on revient régulièrement sur l'idée bien que les journaux qui se font la propagande de l'occupant devront, à la libération, un jour ou l'autre, donc rendre des comptes. Puis, à partir de 1943, je dirais, on passe à un stade supérieur. On voit apparaître la préoccupation d'une nouvelle presse. C'est le mot qui est employé. Hein. Il ne suffit pas effectivement de balayer, c'est-à-dire de faire disparaître les journaux, de les sanctionner. Il faut au contraire reconstruire. Et je vais prendre deux exemples. Donc en 1943. En 1943 existe ce qu'on appelle un comité général d'études qui, lui, est chargé de préparer justement les projets et les mesures qui seront à prendre à la libération. Ce comité général d'études donc publie une revue trimestrielle à partir de l'année 1943. Et dans son numéro 3, donc dans le numéro 3 des cahiers politiques de ce comité général, eh bien, on propose un projet d'organisation de la presse.
Ce projet propose un certain nombre de mesures qui devront être prises donc à la Libération pour assurer la sortie d'une nouvelle presse. C'est d'ailleurs à la même époque que des responsables de journaux clandestins, vous savez que pendant la guerre, j'y reviendrai tout à l'heure, paraissent un certain nombre de journaux clandestins. Donc un certain nombre de responsables de ces journaux clandestins vont se réunir et constituer ce qu'on a appelé la Fédération nationale de la presse des journaux clandestins, de la presse clandestine, pardon. Cette fédération va se doter d'un bureau permanent autour d'un personnage qui va jouer un rôle important, notamment dans l'après-guerre, dans l'organisation de cette nouvelle presse, c'est Albert Baillet. L'objectif donc de cette fédération, le premier objectif, c'est d'abord d'aider les journaux clandestins qui connaissent des difficultés. Difficultés pour trouver une imprimerie, difficultés pour trouver du papier, mais elle a aussi un deuxième objectif, c'est aussi de préparer des dispositions qui seront à prendre pour la presse à la Libération. Alors, cette fédération, elle est notamment en contact avec le secrétaire général à l'information du Comité français de libération nationale, qui deviendra plus tard le gouvernement provisoire, et d'un homme qui deviendra lui aussi ministre à l'information ou de l'information, c'est Pierre-Henri Teitgen. L'ensemble de ces études vont aboutir donc à un certain nombre de dispositions officielles qui vont être rassemblées dans ce qu'on a appelé le cahier bleu. Pourquoi le cahier bleu ? Simplement parce que la couverture était bleue. Ce cahier bleu va être imprimé à environ 200 exemplaires et surtout, ce qui est important, c'est qu'il va être remis donc aux commissaires de la République qui vont s'installer sur le territoire français au fur et à mesure que ce territoire va être libéré. Ces commissaires de la République sont les représentants donc, du général de Gaulle, du gouvernement provisoire. Ils vont être remis également donc, au préfet, puisque les commissaires de la République vont couvrir l'équivalent à peu près d'une région, et il y aura un préfet pour chaque département. Et enfin, ces cahiers bleus vont être remis aux comités départementaux de libération, qui seront donc les instances politiques installées dans chaque région. Ces dispositions, elles vont être parallèlement codifiées, et elles vont être codifiées donc, dans une série d'ordonnances, dont la première va paraître donc, en mai 1944, avant donc, la libération du territoire national. Pour prendre un petit exemple, vous dire comment ça se passe dans cette région, je dirais que donc, dans la région, on a l'installation d'un comité départemental de libération dans le Nord dès octobre 1943. Dans le Pas-de-Calais, apparemment, c'est un peu plus difficile et on pense que c'est vers décembre 1943. Donc ce comité de libération, lui aussi, réfléchit aux mesures, dans le cadre des informations qui lui sont transmises, réfléchit aussi aux mesures qui vont être à prendre à la libération. Et donc pour la presse, vous avez à un certain moment un commissaire clandestin à l'information qui s'appelle Jean Catris, qui va donc réunir quelques mois après avoir été nommé, il est nommé en avril 1944, il va réunir donc les deux comités départementaux de libération du Nord et du Pas-de-Calais, et il va leur faire connaître les mesures qui sont à prendre à la libération. Je n'insiste pas sur ces mesures puisqu'on y reviendra, je suppose, lorsqu'on parlera des ordonnances en elles-mêmes. Ce qui veut dire que dans le Nord, si vous voulez, la question de la presse, elle est pratiquement réglée en juillet 1944, donc bien avant que le Nord-Pas-de-Calais soit libéré. Dans le Pas-de-Calais, c'est un peu différent, dans la mesure où, apparemment, le comité départemental de libération ne s'est pas soucié vraiment du problème de la presse.
la presse, déjà, c'est surtout les journaux régionaux qui sont imprimés à Lille à l'époque. Donc, ces réflexions, je dirais, qui sont menées pendant l'occupation, elles partent d'un double postulat, Le premier, d'une part, c'est que, eh bien, la presse, celle qui paraît pendant l'occupation, et qui donc va se soumettre progressivement aux ordres de l'occupant, pour certains journaux va même plonger dans la collaboration, eh bien cette presse, elle est coupable de trahison. Ce qui veut dire, si elle est coupable, qu'elle doit être sanctionnée et même, voire, de disparaître. Deuxième partie de mon postulat, c'est que, eh bien, il faut, si effectivement la presse qui paraît pendant l'occupation disparaît, il faut absolument qu'il y ait une rupture avec les pratiques d'avant-guerre. La presse, elle doit s'engager dans une nouvelle voie. En effet, ce qu'on avait constaté, c'est que dans un système d'économie libérale, une grande partie de cette presse s'était laissée corrompre, soit par des puissances d'argent, soit par des puissances étrangères. Cette presse, elle était aussi devenue un enjeu pour la défense des intérêts d'un certain nombre de groupes, ce qui avait conduit eh bien, également à une certaine concentration. Donc j'y reviens. La presse est coupable de trahison. En effet, après l'armistice du 25 juin 1940, donc entre la France, l'Allemagne et l'Italie, je dirais que sur un peu plus de 200, je pense que beaucoup d'historiens disent 209, mais je veux dire un peu plus de 200 quotidiens d'information politique et générale, rares sont ceux qui vont cesser de paraître. Parmi les quotidiens qui vont cesser de paraître, on peut parler parmi les grands quotidiens du Populaire, de l'Aube, un journal que vous connaissez certainement, Le Canard enchaîné, et puis dans cette région, peut-être la Croix du Nord. C'est un peu plus nuancé, la Croix du Nord. Bon, et donc, bon gré mal gré, eh bien, les titres qui reparaissent donc après l'armistice vont se faire les propagandistes de l'Allemagne, et certains vont même tomber dans une franche collaboration. Parallèlement donc, à cette presse officielle, je dirais, apparaît, mais très rapidement, contrairement à ce qu'on peut penser, apparaît très rapidement une des feuilles clandestines qui, elles, refusent la défaite et veulent justement entretenir l'espoir dans la population française. Encore un exemple dans cette région, les premiers journaux clandestins apparaissent dès octobre 1940. Le premier qui apparaît est certainement L'Homme libre, qui a été créé par deux socialistes. L'un, Jean-Baptiste Lebas, qui a été ministre du Travail sous le gouvernement du Front populaire de Léon Blum, et du député socialiste Augustin Laurent. Il est suivi ensuite, dans la foulée, je dirais, par un autre journal qui s'appelle Les Petites Ailes, qui lui est lancé par Jacques-Yves Mullier, qui refuse la défaite, mais qui en même temps est plutôt pétainiste. Vous le savez certainement, dans cette région, le journal clandestin le plus connu, celui qui va pratiquement paraître pendant toute la durée de l'occupation, c'est La Voix du Nord. La Voix du Nord qui paraît donc le 1er avril 1941 et qui va connaître, malgré bien des vicissitudes, qui va connaître 66 numéros. Donc, la presse est coupable de trahison. Une rupture avec l'avant-guerre est nécessaire. Pourquoi ? Bien parce que durant cet entre-deux-guerres, cette presse, et je dirais c'est essentiellement la presse nationale, cette presse, elle est mêlée ou elle se retrouve au centre d'un certain nombre de différents scandales qui vont ponctuer justement la vie de la Troisième République. Alors c'est pas nouveau, Déjà avant la Première Guerre mondiale, de nombreux journaux avaient été
éclaboussé par ce qu'on a appelé le scandale du Panama. Ces journaux avaient été arrosés par la société du canal interocéanique, par l'intermédiaire de 2 affairistes et d'un banquier, justement, pour faire la promotion des obligations que cette société lançait, alors qu'elle était déjà en faillite et qu'effectivement, elle allait léser, cette société, plus de 80 000 épargnants, dont certains avaient certainement laissé beaucoup de plumes dans l'affaire et finiront même par se suicider. Donc, après la guerre, notamment, eh bien, tout ça ressort. Tout ça ressort notamment à partir de décembre 1923 jusqu'en mars 1924, le quotidien communiste L'Humanité, qui va, à partir de la correspondance d'Arthur Rafalovitch, qui était le conseiller d'ambassade de Russie en France, eh bien, va donc démontrer, pour reprendre le titre de la série d'articles qu'elle va publier, que l'Humanité va publier pendant ces 3 mois, eh bien, va démontrer, je reprends le titre, donc l'abominable vénalité de la presse française. En effet, entre 1900 et 1916, Rafalovitch donc arrose pour le compte du gouvernement tsaristes les journaux, la quasi-totalité de la presse parisienne et quelques quotidiens de province, pour justement vanter ses emprunts russes et aussi la solidité du régime tsariste, alors qu'on sait que ce régime tsariste est déjà fragilisé. Alors, excusez-moi, Jean-Paul, mais là, on est entre 2 guerres, en fait. Hein. Oui, entre 2 guerres. Hein, on est en 1923. Donc, si j'ai bien compris et si je peux résumer un petit peu vos propos, la presse d'entre-deux-guerres paraissait corrompue par des puissances financières et des puissances d'État. Oui. Arrive 1940 et la débâcle, et la presse se scinde finalement entre celles qui ne souhaitent pas relayer les informations allemandes, voire être pro-collaborationnistes, et une presse qui refuse l'occupation et qui s'organise sous la forme d'une presse clandestine, ce qui inspire un certain nombre de réflexions qui sont menées déjà bien en amont de 1944 pour statuer sur ce que devra être la presse après l'occupation, si j'ai bien résumé. Hein. Tout à fait. Et donc, Patrick Evenou, est-ce que vous pourriez nous dire, s'il vous plaît, est-ce qu'elles contiennent ces ordonnances, qu'est-ce qu'elles prévoient exactement, à quel moment ont été-elles prises, et par qui? Oui, alors, ça marche, ça? Oui. Vous m'entendez ou pas? Sinon, je vais prendre l'autre. Voilà. Je vais faire le bad cop, hein, comme on dit dans les scénarios américains. Il y a le good cop qui vous a dit tout le bien qu'il pensait des... Bon. Moi, je vais vous dire que les ordonnances de 1944, c'est d'une part une exception française, comme on sait les faire toutes les unes après les autres, et à chaque fois on se plante. Et donc ça introduit le deuxième point, qui est que la situation est catastrophique pour la presse française dans les décennies qui suivent les ordonnances de 1944. J'exagère un peu, mais bon, je suis bad cop. Je vais vous prendre... Il n'y a pas eu que la France qui a été occupée par les Allemands. Hein. Si vous savez un tout petit peu d'histoire, vous savez que la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, le Danemark, la Norvège... Je ne parle pas des pays de l'Est qui sont occupés par les Russes à la Libération et donc qui évidemment ne bénéficient pas de liberté de la presse après la Libération, mais dans tous les pays d'Europe de l'Ouest qui ont été occupés par les Allemands, y compris en Italie, qui était pourtant mussolinienne et contrôlée bien avant par les fascistes, on ne fait pas des ordonnances de la Libération. On rend la presse aux anciens propriétaires. On lit les journaux tels qu'ils existaient avant 1940, après épuration, évidemment, des journalistes corrompus, collaborateurs, ou etc., après épuration de quelques patrons. Mais si vous allez tout près d'Issy, outre Quiévrin,
vous pouvez acheter Le Soir, qui paraît depuis 1887 et qui continue à paraître et qui a continué à paraître pendant toute l'occupation allemande en Belgique, mais qui a été simplement épuré, mais rendu à ses propriétaires et à ses journalistes qui n'avaient pas collaboré. En France, bon alors je vous donne que cet exemple parce que j'en ai plein. J'ai les Danois, les Hollandais, bon bref, mais c'est des langues plus compliquées. Alors on va s'arrêter aux Français, aux Belges francophones. En France, on a une méfiance très ancienne à l'égard du marché, à l'égard du capitalisme, pour faire méchant. Hein. On a depuis, alors on vous a parlé de Panama, mais ça commence bien avant et ça continue encore maintenant. Vous avez encore des gens qui vous prêchent qu'il faut retirer, vous écoutez Julia Cagé ou des gens comme ça, ils vous diront qu'il faut absolument tout de suite retirer les marchands du temple qui corrompent la presse, etc., etc. Et alors évidemment, on a Bolloré, qui est l'arbre milliardaire qui cache la forêt d'autres milliardaires qui ne sont pas forcément aussi toxiques. Mais bon, cette méfiance à l'égard du capitalisme en France, elle s'explique de deux manières. D'une part, par le catholicisme conservateur, qui depuis la Révolution française considère que c'est la liberté de penser, c'est la liberté d'expression qui a conduit à la Révolution, à la chute de la monarchie, donc à la chute de l'Église, donc à la République, à la laïcité, à toutes ces méchantes choses horribles qui nous arrivent. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième versant, c'est l'extrême gauche révolutionnaire, les blanquistes, les 48ards, les robespierristes d'abord, puis les communistes, qui sont évidemment anticapitalistes par définition. Et il y a une jonction des deux qui fait qu'en France, on est contre le marché. Or, et ça c'est le point le plus important, quand on parle de liberté de la presse, il faut dire qu'il n'y a pas de liberté de la presse sans démocratie. Vous en êtes bien d'accord. Dans les pays non démocratiques, il n'y a pas de liberté de la presse. Et il faut dire aussi qu'il n'y a pas de démocratie sans économie de marché. Ce qui ne veut pas dire qu'il y ait des économies de marché ou qui soient pas autoritaires ou antidémocratiques. Mais dans toutes les démocraties vivent dans un état d'économie de marché. Et il y a donc là une consubstantialité, comme diraient les catholiques. Vous savez, l'hostie du Christ, c'est à la fois le corps du Christ et du pain azime. La consubstantialité entre économie de marché, démocratie et liberté de la presse. La liberté de la presse, elle n'est là que pour servir la démocratie. Elle n'est pas là pour autre chose. Bien. Alors, méfiance à l'égard du marché. Donc, puisqu'on est méfiant à l'égard du marché, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, non seulement on va épurer les journalistes comme on fait dans les autres pays. Pour ça, c'est pas difficile. C'est la commission de la carte de presse qui s'institue en commission d'instruction et qui élimine un certain nombre de journalistes. Bien. Ça, c'est pas trop difficile à faire. Mais après ça, on interdit tous les titres ayant continué à paraître après 15 jours après le début de l'occupation. Alors, je n'ai pas apporté la carte en vidéo, mais je l'ai faite pour une publication il y a fort longtemps. Tout ce qui est en vert, c'est ce qui a été continué pendant la guerre, et en rouge, je pourrais vous la faire circuler. Ce n'est pas le problème. Il y avait en France 206 quotidiens en 1939, avant l'interdiction de l'humanité par le gouvernement de la Troisième République. Il y avait 206 quotidiens. Il y en a 188 qui sont interdits. Donc 92% en gros. Hein. Vous voyez, ça fait quand même beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils ont continué à paraître. Certains avec des motifs un peu bizarres. Par exemple, le Figaro a cessé de paraître le 25 novembre 1942, c'est-à-dire juste 14 jours après l'occupation du 11 novembre. Donc ça va, il passe. Le temps, ça c'était un vendredi, le temps qui paraît le lundi matin suivant est interdit parce qu'il paraît 16 jours ou 17 jours après. Bon. Alors c'est parce qu'on règle d'autres comptes, etc., etc. Mais vous voyez, bon. Alors les ordonnances elles-mêmes, elles sont d'une confusion terrible. Alors je vais essayer de vous les faire très vite.
hein. Le comité général d'études, donc dans les cahiers politiques numéro 4 du 1er novembre 1943, dit « Un journal doit vivre au grand jour, faire contrôler sa comptabilité par l'État, publier son bilan. Un journal doit être financé par une masse de petits actionnaires et non par quelques gros commanditaires. Un journal doit appartenir à un groupement politique ou idéologique et non à un groupe d'actionnaires. Un journal ne doit pas être considéré comme une entreprise industrielle ou commerciale. Il doit s'interdire de faire des bénéfices. » Ça veut dire qu'on nie l'entreprise. Or, un journal, si vous réfléchissez un peu, c'est évidemment une rédaction. Mais la rédaction, aussi bonne soit-elle, il faut qu'elle ait quelques moyens pour écrire, et si c'est une rédaction audiovisuelle, pour filmer, etc. etc. Hein, donc il faut de l'argent, du capital. Bon, voilà, il faut une entreprise. Hein. C'est ce que disait Beuve-Méry. Hein, un journal, c'est à la fois quelque chose qui est hors du commerce et une entreprise qui doit vivre et qui donc, pour ce faire, doit faire des bénéfices. Bon. Et puis, il y a un public. Parce que s'il n'y a pas de public, les rédacteurs ils peuvent faire les meilleurs articles du monde. Si personne ne les lit, l'entreprise fait faillite. Donc, vous voyez, ce n'est pas si simple que ça. Ce n'est pas simplement tout blanc, tout noir. D'un côté, les actionnaires, d'autre côté, les rédacteurs. Et on oublie toujours le public. On dit que le public est unanimement libre, etc. Alors, les ordonnances, les voici les unes après les autres. J'ai pris les principales. 6 mai 1944, la plus importante, à mon sens, elle rétablit la liberté de la presse selon la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 11, la libre expression des pensées, des opinions est un des droits imprescriptibles de l'homme, etc. Tout le monde a le droit d'écrire, parler, enfin bon. Et selon la loi du 29 juillet 1881, qui est la loi fondatrice de la liberté de la presse en France, après un siècle de déboires entre les révolutions, les monarchies, les empereurs et autres choses du même genre. Voilà. En attendant que la guerre soit terminée, il y a une censure qui est maintenue, mais elle sera vite suspendue. L'ordonnance du 15 juin 1945, donc la paix a lieu, la paix définitive en Europe a lieu en mai 1945 et puis en Asie en août 1945, mais le 15 juin 1945, donc on supprime le contrôle préventif. Et le 12 octobre, on abroge toutes les dispositions. Hein, ça, c'est la troisième ordonnance. Bon, il n'y a plus aucune censure. On revient au régime d'avant 1939 pour ce qui est de la liberté de la presse. Alors après ça, c'est ce que vous a dit Jean-Pierre en partie, l'ordonnance du 22 juin 1944, qui est donc fixée bien avant que le général de Gaulle soit installé à Paris. Il arrive à Paris le 25. Mais c'était tout prévu à Alger, le gouvernement provisoire avait tout prévu. L'ordonnance du 22 juin 1944 fixe les modalités de la suspension des titres de presse qui continuent à apparaître, je vous en ai parlé. Et c'est ça qui est important, c'est qu'avec le titre de presse, tous les titres de presse qui ont continué à apparaître, hein, comme je vous l'ai dit, comme Le Temps par exemple, sont interdits et ils sont toujours interdits. Vous n'avez pas le droit de publier un quotidien qui s'appellerait Le Temps, ou Le Matin, ou Le Petit Parisien, ou L'Écho du Nord. Hein, parce qu'ils ont tous été interdits, et donc les titres sont interdits. Et avec l'interdiction, il y a confiscation, saisie, confiscation de tous les biens de presse des entreprises éditrices de ces titres. C'est-à-dire que les immeubles, le grand immeuble de l'Écho du Nord, pardon, du Grand Écho du Nord, qui était place Charles de Gaulle maintenant, mais enfin bon, à l'époque c'était la Grand Place, est confisqué et alloué au quotidien résistant La Voix du Nord. Plus à d'autres qui se mettent avec, et puis après ça, La Voix du Nord devient hégémonique. Bien, c'est la même chose un peu partout en France. Bon, voilà, il n'y a que Le Temps qui est mis de côté parce que bon, et on fait le monde avec. Bon. Mais sinon, bon. Et ça, c'est l'ordonnance donc du 22 juin 1944. Il y a, oui, il y a toujours des exceptions. Alors je vous explique. Il y a une exception, la montagne,
parce qu'elle était considérée comme résistante et qu'elle imprimait des quotidiens, de la presse clandestine, etc. Donc elle a été relevée. Il y a une deuxième exception qui est la plus rigolote, c'est celle de la Croix, pas la Croix du Nord, mais la Croix tout court, qui a continué à paraître en juin 1944, qui s'est arrêtée de paraître en juin 1944, dit le dernier éditorial de la Croix, à cause des difficultés de transport. Évidemment, il y avait beaucoup de ponts qui étaient détruits, beaucoup de chemins de fer détruits, donc il y avait des difficultés de transport. Mais le général de Gaulle et les résistants donnent le droit de vote aux femmes, accordent le droit de vote aux femmes par une ordonnance de 1944. Et la première élection a lieu en avril 1945 pour des élections municipales. Et la Croix est autorisée à reparaître un mois avant parce que le général de Gaulle et les démocrates chrétiens qui étaient autour de lui pensaient qu'il était bon que les femmes soient guidées dans leur vote par des esprits saints, dans des corps saints, et notamment par les curés. Bien, il y en a quelques autres, la dépêche de Toulouse, on ne va pas énumérer toutes les exceptions. Ça, c'est l'ordonnance de 22 juin 1944. L'ordonnance du 26 août 1944, elle ébauche un statut spécifique des entreprises de presse, qui donc serait, alors il faut des SARL de presse, il faut tout un tas de trucs. Le problème, c'est que les décrets d'application ne sont jamais pris, ce qui fait que cette ordonnance du 26 août 1944, qui décide d'un statut exceptionnel de l'entreprise de presse par rapport aux autres entreprises ordinaires qui vendent de la crèmerie ou des automobiles, ce statut n'a jamais existé. Et il y a eu, je les ai comptés, je me suis arrêté en 2002, mais il y en a eu d'autres depuis, ça existe encore actuellement. Entre 1945 et 2002, il y a eu 22 tentatives de projets de loi ou de propositions de loi pour faire un statut spécifique aux entreprises de presse, et ça n'a jamais abouti, parce qu'on ne peut pas faire un statut spécifique aux entreprises de presse, sauf à se heurter à toute une série de problèmes du Conseil constitutionnel, etc., etc. Ce qui fait que ce qui va sortir des États généraux de l'information en route actuellement est fort probablement quelque chose qui disparaîtra très vite. L'ordonnance du 30 septembre 1944 rend définitive l'interdiction des titres suspendus par l'ordonnance précédente. Donc ça, et si les entreprises qui entre-temps n'ont pas été condamnées, mais dont les biens ont été saisis et confiés à la Société nationale des entreprises de presse, une société nationale, et loués aux journaux, aux nouveaux résistants, les journaux résistants, La Voix du Nord, etc., ou journaux pris par des groupes de résistants comme Le Parisien libéré, qui est dirigé par Émilien Amaury et qui s'installe au Petit Parisien à Paris et qui existe toujours maintenant sous le nom du Parisien. Si ces journaux sont loués, ces entreprises de presse sont louées, les bâtiments, les machines, les rotatives, les moyens de distribution. Il y a un inventaire, moi j'avais lu l'inventaire quand j'ai fait ma thèse sur Le Monde, il y a un inventaire de 95 pages fait par un expert, M. Wallenberg, qui dénombre tout. Il y a 5 machines à écrire dactylographiques de marque je ne sais plus quoi, etc. Vous voyez, il y a tout ça, ça fait partie de... Bon. Et tout ça est loué à un très bon prix aux journaux qui se sont installés dans les anciens journaux. Mais si l'entreprise n'a pas été condamnée, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut faire une nouvelle loi. Une nouvelle loi qui est la loi du 11 mai 1946. Là, on n'est plus dans les ordonnances, on est dans les lois, mais c'est la suite. Qui organise le transfert, la dévolution, la gestion par la SNEP, etc. etc. Et si les entreprises n'ont pas été condamnées, faillies, parce qu'il y en a qui ont été faillis et donc condamnées, donc là, pas de problème, elles sont saisies, mais d'autres, comme par exemple le Temps, etc., n'ont pas été condamnées. Il faut faire un accord entre les nouveaux occupants,
si je puis dire, qui ne sont pas des occupants au sens de collaborateurs, mais les nouveaux journaux et les anciens qui sont encore propriétaires et qui sont obligés par la SNEP de louer. Et la loi de 1946 oblige de louer pendant un minimum de 9 ans, hein, ce qui fait que l'entreprise de presse... bon, voilà. Bref, et tout ça se termine par la loi de Moustier du 2 août 1954 qui organise la vente des biens de presse. Bon, à ce moment-là, Le Monde rachète les biens du Temps, etc., etc. On ne va pas passer sur les détails. Il faudrait rajouter qu'il y a suppression de l'autorisation de paraître par la loi du 28 février 1947, mais l'autorisation de paraître avait été donnée nominalement à certaines personnes, Pierre Brisson pour Le Figaro, Hubert Beuve-Méry pour Le Monde, et donc ils ont un poids moral jusqu'à leur mort. Brisson en 65, Hubert Beuve-Méry qui disparaît, qui quitte le journal en 69. Ils ont le poids d'être les seuls détenteurs du titre du journal, même si ça ne vaut pas d'argent. Ils en sont les détenteurs moraux. Donc, vous voyez, il y a... Bon. Bref, il faudrait rajouter, bien sûr, la loi Bichet du 2 avril 1947 qui règle les problèmes de distribution et qui crée les nouvelles messageries de la presse parisienne, en faillite depuis 20 ans. Mais on ne va pas... ouais. Bien, je vais m'arrêter là pour vous décrire un peu. Vous voyez, tout ça, c'est un mélange de morale anticapitaliste. C'est très clair, c'est très net. On ne prend pas l'idée qu'un journal, pour vivre, doit avoir des munitions financières, hein, comme l'Ukraine a besoin de munitions obusières. Je viens de Bergerac, j'étais hier à Bergerac, à l'usine Orenco qui fabrique de la poudre pour l'Ukraine, alors c'est ça. Vous voyez, il y a besoin de munitions financières. Sinon, qu'est-ce que vous avez ? Vous voyez Arrêt sur Image, en ce moment, ils sont 9 journalistes. Ça fait 10 ans, 15 ans qu'ils existent. Tous les jours, ils vous envoient des mails pour vous demander du pognon, pour vous demander de vous abonner. Ils sont au bord de la faillite en permanence. Ils font 1 million d'euros de chiffre d'affaires, 100 000 euros de déficit par an. Comment faire vivre un journal si on n'a pas un peu d'argent? Voilà. Alors, on peut faire du participatif. Dans les projets du CGE, là, dont vous a parlé Jean-Paul Wyss et dont je vous ai parlé aussi, il y avait l'idée qu'une entreprise de presse, le conseil d'administration, devait être formé aux 2 tiers par la rédaction et aux 1 tiers par les actionnaires. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus aucun actionnaire ne vient. Hein? C'est un actionnaire qui n'a pas le pouvoir, qui n'a aucun pouvoir, même celui de dire, écoutez, là, vous me coûtez très très cher, peut-être que je pourrais... Voilà. Bon, donc, je répète, c'est une exception française, et ça a posé le fait qu'on s'est retrouvé avec une presse sans capitaux, et beaucoup de titres ont coulé, beaucoup de titres, y compris les titres clandestins, sauf ceux qui se sont moulés dans le moule des anciens journaux, le Parisien libéré qui devient le Parisien tout court, c'est l'ancien Petit Parisien. France-Soir qui redevient l'ancien Paris Soir. Le Monde qui devient Le Temps, même s'il change un peu de ligne éditoriale. Mais bon, et à chaque fois, et La Voix du Nord reprend le Grand Écho du Nord de la même façon, bon, etc. Et on retrouve tout ça dans tous les pays. Ouest France, c'est Ouest Éclair. Enfin bon, c'est tout la même chose. Donc cela marche, et ceux qui étaient moralisateurs à façon résistance, vous les connaissez tous parce qu'ils ont tous disparu. Hein. Libération d'Astier de la Vigerie, pas le Libération que vous connaissez actuellement, mais celui qui est mort dans les années 60. Combat d'Albert Camus, Franc-Tireur, pas celui que vous connaissez maintenant, mais celui qui existait dans les années 50. Défense de la France, qui a été absorbée par France Soir. Tous ceux qui faisaient de la morale en disant nous sommes des héros, nous sommes des lions, et comme disait l'adjoint de Pierre Lazareff, on veut faire des Français des lions, mais les Français, ce sont des veaux, donc ils ne veulent pas de vos journaux. Bon, merci beaucoup pour toutes ces explications.
Donc, si j'ai bien compris, en fait, on a affaire à une presse juste à la Libération qui veut se garantir un fonctionnement démocratique des journaux, qui veut s'affranchir des vénalités, des puissances de l'argent et de la mainmise de l'État et des puissances étrangères sur le contenu de l'information pour transmettre une information finalement transparente, plurielle. Et ces ordonnances interdisent également la concentration des médias quelque part. Pas vraiment. Alors, qu'est devenu l'état d'esprit de ces ordonnances? Alors, on a posé la question à Alexis Lévrier, qui n'était pas disponible pour venir aujourd'hui. Alexis Lévrier, qui est historien spécialiste en l'histoire du journalisme, qui est maître de conférences en littérature du XVIIIe siècle à l'université de Reims, qui a mené des recherches notamment sur l'histoire de la presse et les relations entre journalisme et politique. Sujet auquel il a consacré 2 essais, Le contact et la distance, et Jupiter et Mercure, le pouvoir présidentiel face à la presse. Donc, comme il ne pouvait pas être parmi nous, Philippe Allienne, président du club de presse, s'est déplacé pour aller l'interviewer et lui a posé cette question: que reste-t-il de l'esprit des ordonnances? En espérant que la technique soit avec nous ou que Nicolas ne soit pas loin. Voilà. Je vais laisser faire Nicolas. Voilà, donc Philippe s'est entretenu avec lui et au cours de cette interview, lui a posé très clairement la question: selon vous, que reste-t-il aujourd'hui de l'esprit de ces ordonnances? Voilà, vous n'avez pas l'air tout à fait d'accord, Monsieur Charon. Vous pouvez nous dire peut-être pourquoi? Oui, enfin, je ne suis pas d'accord, parce que la loi de 1881, c'est une loi effectivement sur la liberté de la presse et qui donne la possibilité aux entreprises de presse de prospérer, de développer leur activité. Alors après, est-ce qu'elles vont dévier dans leur contenu, etc., c'est d'autres considérations. Pour moi, si vous voulez, alors je suis désolé, je suis le seul à ne pas être historien autour de cette table. C'est un peu mon regard de sociologue. Mais si vous voulez, pour moi, les ordonnances de 1944, en fait, elles sont la clé de voûte d'un système qu'on met en place de reconstruction de la presse en France. Et comme l'a dit Patrick, on peut le comparer avec ce qui s'est passé dans d'autres pays. Dans ce petit bouquin que j'avais fait il y a pas mal de temps sur la presse française, la presse en France de 1945 à nos jours, je faisais la comparaison avec l'Allemagne.
Mais si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est de voir que les ordonnances de 1944, c'est l'espèce de clé de voûte de la reconstruction d'un système de presse, mais donc on fait table rase, hein, comme ça a été dit. Il y a une ordonnance qui a pour fonction de mettre complètement dehors tous les anciens acteurs, ou la plupart des anciens acteurs. Et cette reconstruction, elle se fait sur une base purement politique. C'est-à-dire qu'on ne part pas, contrairement justement à ce qui va se passer dans d'autres pays, et notamment l'Allemagne, sous l'influence. L'Allemagne, c'était le même problème. Hein, toute la presse avait par définition collaboré, il fallait reconstruire un système de presse. Et les Alliés, hein, puisque c'est les Alliés qui étaient à la manœuvre, les Anglo-Saxons, hein, plutôt dans leur esprit, veulent que l'État soit complètement à l'extérieur du dispositif, parce que pour eux, s'il y a eu un problème de la presse en Allemagne, c'est parce que précisément il y a eu ces interférences entre l'État nazi et cette presse. Donc ils mettent l'État à l'extérieur. Et pour que les entreprises reprennent une expansion et le fassent effectivement en toute indépendance. Nous, en France, on va en fait prendre une voie complètement opposée. C'est-à-dire qu'on reconstruit un système de presse, mais sur une base complètement politique. C'est-à-dire qu'avec des acteurs qui peuvent faire un peu illusion. C'est-à-dire on a effectivement un patronat de presse qui va se retrouver au sein de la Fédération nationale de la presse française. Mais ça a été dit, on a cité 2-3 personnes qui avaient repris des journaux. C'était des députés, c'était des hommes politiques, etc. En fait, cette Fédération nationale de la presse française, elle est essentiellement constituée de personnalités politiques et qui ont été d'ailleurs, qui sont devenus patrons de presse sur la base de critères politiques. Parce que ce que les commissaires de la République devaient faire, en fonction d'ailleurs de l'ordonnance qui avait mis à plat l'ancien système, c'est qu'ils devaient donner... Alors on était sur un système d'autorisation, la loi de 1881 qui serait restaurée grâce à un système d'autorisation, moi j'ai du mal à respirer, parce que par définition, un système libéral de presse, c'est un système de déclaration et non pas d'autorisation. Or, de 1944 à 1954, je crois, on est sur un système d'autorisation. Et sur quels critères les commissaires de la République vont, disons, attribuer l'autorisation de créer des journaux? Sur des critères politiques. Alors, je ne veux pas dire qu'ils avaient une vision funeste, mais c'était leur mission, c'est ce qu'on leur avait demandé de faire. Et dans beaucoup de villes, ils se sont employés à avoir un journal chrétien-démocrate, un journal communiste, un journal socialiste, etc. Ce qui fait que dans beaucoup de journaux, on trouve encore les traces. Je pense par exemple à une ville comme Bordeaux. Si on regarde les hebdomadaires de la ville, le quotidien, etc., on retrouve les traces de ces journaux qui avaient été autorisés à ce moment-là. Donc on a un patronat très politique, et en face, on a un acteur qui est très important, dont on n'a pas du tout parlé jusqu'à présent, parce qu'effectivement, il n'est pas cité dans les ordonnances, etc., mais il va jouer un rôle extrêmement fort. C'est quel est le point fort, l'acteur fort dans l'entreprise de presse, face au patron qui est un politique. Les journalistes, on a parlé des journalistes en disant qu'ils allaient être dans les conseils. En fait, les journalistes ne vont pas jouer un rôle très important. L'acteur qui va jouer un rôle très important dans les entreprises, c'est le syndicat du livre, qui pourtant n'avait pas eu toujours un comportement très, très clair sous la collaboration, mais qui, à certains moments, en aidant effectivement la fabrication de journaux qui avaient été des journaux de résistance, s'en est plutôt sorti bien. Et on va voir que ce syndicat du livre, il va jouer un rôle très, très fort dès le lendemain, justement, de la reconstitution de cette presse, notamment pendant la grève de 1947, où il va arrêter les journaux pendant une longue période et va mettre à genoux toute une partie, d'ailleurs, de cette presse qui était en train de se reconstituer. Alors, les ordonnances de 1944... c'est, je dirais, comme je disais tout à l'heure, la clé de voûte, parce qu'effectivement, ça concerne l'entreprise, comme ça a été dit tout à l'heure, avec ces principes de transparence, ces principes de non-concentration, parce que même si les décrets, etc., ne sont pas forcément... on a quand même ce principe, un directeur de journal ne doit pas être le patron d'un secteur extérieur, hein, par exemple.
Il ne peut pas non plus, je crois qu'il y a une interdiction d'intégration verticale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas en même temps être une entreprise de presse et s'occuper de distribution. On ne peut pas non plus être régie publicitaire. Enfin, il me semble que tous ces éléments-là sont... Et puis surtout, on ne peut pas effectivement posséder plusieurs journaux. Donc ça, c'est effectivement ce que les ordonnances de 1944 constituent dans le dispositif. Mais très vite, en fait, on va se rendre compte que cette entreprise qui sort finalement des ordonnances de 1944, elle a comme ça a été dit par Patrick, elle a une fragilité économique très forte. Elle n'a pas de capital, elle a énormément de moyens à équilibrer ses comptes, elle a énormément de moyens à trouver ce pourquoi l'information, des difficultés à trouver la matière première qu'est le papier, etc. Et en fait, si vous voulez, on ne peut pas comprendre comment le système des ordonnances de 1944 fonctionne si on n'a pas une autre notion. Alors, Patrick a cité la SNEP, la société qui gère les biens de presse après expropriation. Mais en fait, si vous voulez, c'est tout un ensemble d'entreprises qu'en général on appelle les entreprises connexes, qui sont des entreprises qui ont pour rôle de permettre à l'entreprise de presse sous-capitalisée, manquant de moyens, etc., de fonctionner quand même. Et alors, qu'est-ce que ça recoupe, ces entreprises connexes? D'abord, la production d'informations. Effectivement, la presse n'a pas les moyens de chercher l'ensemble des informations qu'elle va traiter, d'où la création, enfin alors vous me direz que ça existait avant la guerre sous le nom d'agence Havas, mais donc il va y avoir l'agence France Presse, hein, qui joue un rôle très important. Et alors voilà, c'est ce que j'allais dire, et cette agence France Presse, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle est complètement nationalisée. Elle a un statut en 1944, du 30 août 1944, d'établissement public administratif. Et son directeur est nommé, je crois, en Conseil des ministres, et le rédacteur en chef est nommé par le secrétaire d'État à l'information. Voilà. Autrement dit, c'est vraiment un pilotage purement politique. Et les comptes de cette entreprise qui fournit l'information, donc le coût de l'information que paient réellement les journaux pour cette information est sous-évalué, hein, parce que l'État compense et finance. Je vous signale d'ailleurs toujours qu'aujourd'hui, sous une autre forme, l'agence France Presse bénéficie toujours d'un financement de l'État via ce qu'on appelle les abonnements de l'État, et qui ont pendant très longtemps, moi j'étais un moment dans ma vie au cabinet de la culture, et à cette époque-là, l'agence France Presse, ses abonnements publics, c'était 50% de ses revenus. On est toujours autour de ça. L'Union européenne a limité à 50%. Voilà. Maintenant, c'est plus de 49%. Ouais. Autrement dit, si vous voulez, quand un journal paie tel abonnement pour avoir l'information nationale et internationale que lui fournit l'agence France Presse, il faut considérer qu'il a une ristourne de 50%, quoi, de fait. Donc ça, c'est un premier élément. Alors c'est vrai que l'agence France Presse, elle changera de statut un peu en 1957, et elle a un statut un peu plus où l'État est moins omniprésent en principe, mais pas par vertu, parce que ce serait trop d'État, etc. Mais c'est parce que dans la concurrence internationale, c'est intenable. Face à Reuters, face à AP, etc., les grandes agences internationales anglo-saxonnes, on dit mais AFP ou les agences communistes, c'est pareil, quoi. Donc, effectivement, on a atténué. Donc, ça, c'est le premier aspect. Ensuite, comme l'a dit Patrick, ces entreprises, elles n'avaient pas de moyens, mais elles avaient besoin de machines, etc., de matériel, etc. Et donc, on a une autre entreprise publique dans laquelle l'État joue un rôle, qui est donc la SNEP, hein, et qui va fournir les moyens de fabrication, les locaux, etc. Là encore, le budget de la SNEP, il est équilibré par l'État, donc quelque part, on peut, comme ça a été dit, plutôt sous-évaluer, etc. Ensuite, il y a la question du papier. Là encore,
alors c'est vrai qu'on a des difficultés d'approvisionnement, hein, surtout 1944, on est encore en guerre, on l'oublie, enfin, etc. Donc on a besoin, le 30 septembre 1944, on crée une structure qui est la Société des papiers de presse, la SPPP, qui va être chargée d'approvisionner la presse en papier en allant le chercher sur le marché. Par la suite, c'est devenu le marché mondial. Et là encore, c'est une structure qui va perdurer et qui va permettre, bon an, mal an, à l'État de jouer un peu un rôle de régulation pour éviter qu'à certains moments, le papier revienne trop cher, etc. On aura la question de la distribution. Là encore, d'abord, c'est une société coopérative qui va se mettre en place, qui va être en faillite. Et on va, effectivement, en 1947, avoir cette loi avec le système DNMPP, hein, la loi Bichet. Au passage, avant la loi Bichet, on a eu un projet de loi qui était la loi Gazier, qui proposait purement et simplement de transférer la vente des journaux, la distribution des journaux à la Poste, qui était le ministère des PTT. Donc vous voyez encore le rôle extrêmement omniprésent de l'État. Et dans les NMPP, l'État est encore... Et puis vous avez la publicité. Là, dans le système qui s'était mis en place et qui était considéré, qui faisait partie des choses que absolument la nouvelle presse et les résistants voulaient empêcher de se reconstituer, c'est un système dans lequel les journaux dépendraient d'un acteur privé qui serait fournisseur d'informations, donc c'était l'ancienne agence Havas, agence d'information, ou une entreprise privée qui serait leur régie publicitaire. Or, Havas, c'était ça, hein, c'était avant la guerre. Et donc là, eh bien, on reconstitue un système de régie publicitaire. La régie publicitaire, pour ceux qui connaissent mal le système, c'est celui qui a pour rôle de trouver, enfin disons, de gérer l'accès, l'apport de rémunération publicitaire pour les journaux. Et donc là, l'agence Havas, elle aussi, passe sous contrôle de l'État. Donc si vous voulez, moi, j'ai pas de jugement de valeur sur la question. Ce que je constate, c'est que ce système qui se met en place repose quand même essentiellement sur le soutien, la régulation, l'apport que l'État va pouvoir jouer aux côtés de ces entreprises de presse qui, telles qu'elles ont été définies par les ordonnances, me semblent avoir des difficultés de viabilité économique. Alors si vous voulez, juste pour conclure, je dirais que ce qui me semble... alors, en dehors des entreprises, j'avais oublié quand même, j'aurais dû m'en souvenir parce que c'était mon boulot quand j'étais au ministère de la Culture. En plus des entreprises connexes, il y a les aides à la presse aussi, hein, qui est quand même un dispositif d'aide financière qui permet aussi à beaucoup de journaux... moi, je me souviens quand j'étais... là-bas, à la culture, l'UMA était en perdition. Jospin nous envoyait un petit mot en nous disant qu'est-ce que vous faites pour l'UMA, quoi. Voilà. C'est que je sais pas, on va trouver de l'argent, etc. Est-ce que c'est à nous, l'État, de renflouer les caisses de l'UMA, etc. Donc vous voyez, il y a toujours ce système des aides à la presse en plus. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à... en dehors de tout jugement de valeur, me semble-t-il. Le premier c'est un fait d'observation, c'est que si on regarde les quelques années qui suivent le redémarrage de la presse, c'est que ce système se révèle quand même peu équilibré financièrement, en tout cas très fragile, et qu'il lui suffit d'une simple grève ouvrière, hein, ce qui va se passer en 1947, pour que la plupart des journaux se mettent à genoux, quoi. Donc ça, c'est un premier problème. Visiblement, on est dans un système qui est très, très dépendant du contexte social interne et notamment du problème de la fabrication. Et moi, d'ailleurs, c'est un sujet qui me paraît avoir joué un rôle très important dans les années d'après-guerre et peut-être encore jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire à quel point on a fonctionné dans la presse avec d'un côté un patronat, alors d'abord politique, ensuite plus du tout, mais d'un côté, et de l'autre côté, une force ouvrière, une organisation ouvrière qu'est le syndicat du livre, sous forme de monopole, et en fait avec très peu d'espace en termes de rôle dans l'orientation des journaux, dans le management, etc., laissé aux rédactions, pour le coup.
Et si on prend par exemple les expériences qui ont été menées, qui ne découlaient pas du statut de la presse, mais que certains ont tenté, la coopérative ouvrière, c'est-à-dire vous avez des journaux comme le Courrier Picard, pas très loin d'ici, Lyon Républicaine, beaucoup plus loin, etc., qui ont fait le choix de cette coopérative ouvrière. Mais en réalité, ces coopératives n'ont pas survécu parce que l'omniprésence du syndicat du livre, qui a beaucoup plus privilégié, je dirais, les préoccupations de fabrication et sous-estimé complètement les aspects de marketing, de commercial et les aspects rédactionnels, n'ont pas permis à ces coopératives. Et d'ailleurs, quand beaucoup plus récemment, un magazine comme Alternative économique crée à lui de nouveau une coopérative, une SIC à l'époque, Philippe Amaury, qui est pas Philippe Amaury, Philippe Frémaux, qui est aux manœuvres, a la préoccupation de trouver d'un côté la rédaction parmi les membres de la coopérative et une société de lecteurs, c'est-à-dire pour avoir un équilibre qui lui paraît plus satisfaisant que d'avoir un face-à-face entre les gens de la fabrication, de l'administration, etc., et de l'autre côté, les journalistes. Donc, vous voyez, on a ce problème de la fragilité économique. De suite, deuxième point, moi, qui me paraît important, ça a été évoqué, me semble-t-il, par Patrick, c'est effectivement, est-ce qu'on peut vraiment développer des entreprises sans avoir, effectivement, de moyens capitalistiques? Or, effectivement, dans le dispositif qui se met en place dans l'après-guerre, par les ordonnances, et dans le système mis en place avec les entreprises connexes, on crée un système où on laisse entendre qu'on peut se passer de ce capital. Simplement, il va falloir gérer, il va falloir aller au fil de l'eau, etc. Sauf que c'était effectivement imaginé qu'on allait rester dans un système de médias, un système d'information qui ne changerait jamais, où il n'y aurait jamais de radio, où il n'y aurait jamais de télévision, par exemple, et où la presse n'aurait jamais à se poser la question de savoir qu'est-ce que je fais face à la télévision, etc. Et avec les moyens, effectivement, ce qu'on voit dans tous les pays voisins, c'est-à-dire où la presse a mobilisé énormément de moyens capitalistiques simplement pour se mettre au niveau des offres des médias concurrents. Et donc il y a là une impasse. Bon, bah, c'est normal, peut-être qu'on n'a pas de cap. Tout à l'heure, on me demandait comment tu vois l'avenir de la presse en France demain. Je n'ai pas plus de capacité à anticiper qu'à l'époque, on avait à imaginer que la télévision deviendrait le média qu'il est devenu, avec les défis que ça a posé. Et puis, il y a un autre élément dont on n'a pas parlé du tout, c'est que ces gens qui ont été rejetés du système, effectivement, il n'y a pas eu d'opposition au système, parce que tous ces gens qui auraient pu être des opposants à ce système politique de reconstitution de la presse, qui auraient dit « mais attendez, il faut du capital, il faut équilibrer vos entreprises, il faut avoir une compétence managériale, etc. » Tous ces gens étaient out parce qu'ils étaient compromis. Parce que soit ils s'étaient mal comportés dans l'entre-deux-guerres, soit ils avaient été collaborateurs. Oui, mais ces gens-là n'ont pas disparu. Et en plus, certains ont récupéré un peu d'argent parce que quand on a indemnisé, je pense à la famille Dupuis, par exemple, qui a été indemnisée pour le Petit Parisien, eh bien, ils n'ont pas été beaucoup indemnisés, mais quand même un peu, eh bien, ils sont allés ailleurs. Ils sont allés ailleurs. Où ? Mais on n'a pas régulé toute la presse. On a régulé la presse d'information politique et générale. Les quotidiens. Et bien, ces gens-là sont allés dans la presse magazine. Et vous savez, si on regarde la presse française dans les années 70, 80, 90, elle n'est pas pauvre, elle est même assez prospère, mais pas dans les quotidiens, dans la presse magazine. Et là, il y a de la concentration, là, il y a une dynamique entrepreneuriale, etc. Et vous retrouvez les Prouveau, les Dupuis, un certain nombre d'acteurs, les Hachette, qu'on voulait aussi sortir du système. Parce qu'effectivement, vous leur laissez cet espace et ils vont effectivement peser sur la question de la presse quotidienne. Moi, j'ai été frappé, si vous voulez, quand je travaillais sur ce système de presse dans les années 90-2000, de voir à quel point on avait une concurrence frontale entre les quotidiens et les news magazines, par exemple. Et bien, ces news magazines, ils étaient, les enfants de cette presse magazine qu'on n'a pas régulée et qui avait su davantage aller chercher son public,
je dirais, le séduire, etc. Donc voilà un peu, si vous voulez, les éléments, je dirais, de problèmes que je vois, moi, sortant de ce système. Une fois de plus, sans juger du point de vue des valeurs, je ne sais pas s'il faut de l'État, pas de l'État, mais s'il faut de l'État, il faut au moins que ça soit viable. Merci beaucoup. J'allais vous proposer justement de revisionner peut-être un propos d'Alexis Lévrier, mais qui reprend ce que vous venez de dire. Donc, vu que le temps passe vite, je voulais quand même, moi, qu'on aille un petit peu plus loin. Vous avez parlé des lois de 54, des lois de 57, de la réalité économique et politique qui rattrape finalement les journaux dans cette période d'après-guerre, dans cette période même où la guerre n'est pas encore finie, comme vous l'avez dit, où on est confronté à des difficultés de papier, d'encre, de distribution, à des autorisations préalables de publication, et donc finalement au fait que les journaux doivent peut-être se chercher d'autres modèles économiques. Et dans les années 50, il y a un certain Robert Hersant qui avait déjà diffusé le pilori, je crois, journal... non, mais il y a un certain Robert Hersant qui commence à racheter la presse locale et de plus en plus de titres, en fait. J'aimerais bien qu'on en dise un mot. Oui, Robert Hersant, alors... Il était prévu que dans les ordonnances, une seule personne ne puisse pas détenir plus d'un titre de presse. Comme les décrets d'application, comme je vous l'ai dit, n'ont jamais été adoptés, c'est resté lettre morte. Robert Hersant était interdit de presse parce qu'il avait été condamné à la libération pour collaboration à 1 mois de prison, et donc il avait été exclu de la presse quotidienne. Mais il s'est lancé dans la presse magazine avec l'Autojournal, qui fut un succès gigantesque. Et dès qu'il y a eu les amnisties de 1953 et de 1955, il était donc amnistié, il était donc plus condamné. Il s'est relancé dans la presse quotidienne et dans la politique en même temps, en rachetant un petit journal hebdomadaire dans l'Oise, la Semaine de l'Oise, puis en le mettant tri-hebdomadaire, etc., pour se faire élire d'abord conseiller général, puis député de l'Oise. Une fois député de l'Oise, radical de gauche, hein, il était, si, à l'époque, il était comme ça. Même s'il avait été collabo 10 ans avant, il était... Oui, après, il adhère à la FGDS. Pourquoi ? Parce que beaucoup de quotidiens socialistes, Jean-Marie Charon vous a expliqué qu'on créait dans beaucoup de villes, il y avait 3-4 quotidiens, un communiste, un socialiste, un démocrate chrétien, et puis un de droite parfois, ou bien celui qui reprenait le grand ancien, Sud-Ouest ou la Voix du Nord, etc. Bon, ceux-là, les grands anciens, ils ont survécu sans trop de problèmes. Les autres petits... Il y avait 47 quotidiens communistes en 1945, hein, en plus de l'Humanité. 47 quotidiens régionaux. Vous pensez bien qu'ils ont tous disparu, sauf la Marseillaise à Marseille, comme son nom l'indique. Ils ont tous disparu parce qu'ils n'avaient pas le lectorat pour. Déjà que l'Humanité n'avait pas le lectorat pour survivre. Donc, donc, tous ces petits quotidiens étaient à vendre. Et Hersant a fait son marché. Il a acheté d'abord des petits. Le Populaire de Nantes, je ne sais plus si c'était le Populaire, enfin c'était à Nantes, c'était le Populaire, c'était un socialiste. Voilà. Ensuite, il a acheté dans la région centre toute une série de petits pour faire Centre-France. Bon. Il a acheté dans le nord, qu'est-ce qu'il avait acheté Nord-Matin, le journal de la Fédération socialiste. Parce que jusqu'en 67, Hersant est de gauche, socialiste. Il rachète aussi le Havre Libre et le Havre Matin. Et après ça, Paris-Normandie. Mais le Havre Libre et le Havre Matin, c'est tout à fait très amusant parce qu'il y a un de gauche et un de droite. Un qui a un titre sur fond rouge et l'autre titre sur fond bleu. Il jure ses grands dieux qu'il ne changera jamais la ligne éditoriale des deux journaux. Et au bout de quelques années,
les rédactions sont complètement fusionnées, mais il y a toujours 2 titres, un surtitre sur fond rouge, un autre sur fond bleu. C'est tout pareil dedans, hein, mais il y en a un de gauche et un de droite. Bon, bref. Et puis en 68, Hersant vogue sur la vague gaulliste. Donc il devient gaulliste, il quitte la FGDS. Il n'est pas, non, il n'est pas gaulliste, bah voyons. Mais bref, il va à droite, si vous préférez. Et à ce moment-là, il se met à racheter toute une série de journaux. Et il continue son petit marché avec Paris-Normandie en 73, qui était un très grand journal à l'époque et qui maintenant appartient au groupe Rossel, La Voix du Nord, qui était un très grand journal où il y a eu une grande grève, etc., où les journalistes se sont battus. Mais Hersant, c'était un fin loupard. Il y avait 27 ou quelque chose comme ça, 25 propriétaires qui étaient issus de la résistance, qui n'avaient jamais touché un rond. Ils étaient invités une fois par an au conseil d'administration ou à l'Assemblée générale. Bon, ils faisaient un bon repas, ils se souvenaient de la guerre et tout ça, ils se racontaient leurs histoires. Ils n'avaient jamais touché un copec de Paris-Normandie. Et Hersant leur offre un pavillon pour leur part. Génial, gigantesque, merveilleux, crac, hop, ça, avec 25 pavillons, c'est-à-dire pas grand-chose, il rachète Paris-Normandie et ça fait un scandale. Mais il continue en rachetant le Figaro parce que Prouveau en avait marre des journalistes du Figaro qui ne le laissaient pas libre. Il faut signaler que le Figaro, en 1969, a fait grève pendant une semaine. Les rédacteurs du Figaro ont fait grève pendant une semaine contre Prouveau, le propriétaire de la Lénière de Roubaix, de l'Ancien Paris Soir, de toute une série de Marie-Claire, de toute une série de magazines. Et donc, Prouveau vend pour une bouchée de pain à Robert Hersant le Figaro. Puis ensuite, on lui vend l'Aurore, France-Soir, et puis il va dans l'Est, dernière nouvelle d'Alsace, le Républicain Lorrain, une partie de l'Est républicain, dans le Nord, et puis après ça, il va en Pologne, il va en Tchéquie, quand en 89, là, il a le nez creux, il achète pour des bouchées de pain des journaux communistes. Ça ne le dérange pas. Ça ne le dérange pas, il sait que c'est les journaux qui ont les plus gros tirages, forcément, puisque c'est les seuls qui sont autorisés. Donc, et puis, au bout de quelques années, il fait la culbute. Moi, j'avais fait le calcul, il avait acheté pour moins de 5 millions de dollars l'ensemble de tout ce qu'il avait acheté en Europe de l'Est, et il les revend 4 ans plus tard pour 50 millions de dollars. Bon, c'est un calcul qui est correct. Ça permet de renflouer les journaux français qui ne marchent pas, mais bon, voilà. Mais vous voyez, il y a ça c'est le trust Hersant, et qu'est-ce qu'on a essayé de faire? On a essayé de le briser. En 1986, quand même, il est en même temps député européen de droite, hein, etc., parce qu'il passe de député de l'Oise à député européen, mais enfin bon, c'est toujours l'Oise, vous savez, c'est la chasse gardée de certaines personnes, les Dassault par exemple, oui. Et Dassault était furieux que Hersant rachète le Figaro, parce que c'était ce qu'il voulait, enfin Marcel. Bien, je vous raconte des histoires comme ça, tout ça c'est rigolo, mais jusqu'en 1986, on fait une loi anti-Hersant. 84, la loi anti-Hersant, qui prévoit qu'on ne peut pas posséder plus de 15% de la diffusion de la presse quotidienne. Sauf qu'en bonne démocratie, contrairement au fascisme ou au communisme, une loi n'est jamais rétroactive. Vous ne pouvez pas être accusé d'un crime si vous avez commis ce crime avant que la loi ne punisse ce crime. C'est logique, hein. Si je dis Jean-Marie Charon est un méchant et que demain le ministre de la Justice se dit il est interdit de dire Jean-Marie Charon est un méchant, je ne peux pas être poursuivi. Bon. Non, c'est pas un méchant, c'était juste exprès bon. Donc, loi qui ne peut pas être rétroactive, qui sert à rien, etc. Bon, bref, et en 86, on en fait une nouvelle de droite. Bon, la concentration. Là, pendant ce temps-là, il y avait Hachette qui concentrait aussi dans son coin, avec Daniel Philippaki et Franck Tello. Il y avait Lagardère qui concentrait dans son coin et finalement qui a aussi racheté Hachette. Ce qui fait que à la fin des années 90, on a 3 grands empires de presse, enfin de médias. On a Hersant,
qui meurt en 96, mais qui la famille est propriétaire jusqu'en 2003 quand Dassault rachète. On a Hersant, on a Lagardère et on a le premier Vivendi de Jean-Marie Messier qui a racheté toute la presse professionnelle et toute une série d'autres journaux, Le Point, l'Express, etc. Donc on a déjà 3 grands groupes qui explosent tous les 3 dans les années 2000 parce que Hersant est mort et 8 ans après, on fait enfin le règlement de la succession, ce qui est assez rare, que ça dure tant que ça, mais il avait eu 3 femmes et 8 enfants, donc c'était un peu compliqué. Et surtout, il fallait faire tout. Dassault rachète tout, Marcel Dassault, Serge Dassault, le fils de Marcel, oui, ça y est, je mélange les Dassault. Mais il revend tout et pour ne garder que Le Figaro. Il y avait que Le Figaro qui l'intéressait. Ce qui fait que ça fait un choc terrible dans la presse française parce que tout est parti à volo. Alors Rossel a racheté des morceaux, Ebra a racheté des morceaux, etc. Enfin bon, bref, tout le monde a racheté des morceaux, mais ça a fait un choc terrible. Le groupe Vivendi explose lui aussi après l'échec de Jean-Marie Messier. Donc là aussi, toute la presse professionnelle se retrouve dispersée entre différentes mains, passe de main en main, d'année en année. Le Point, l'Express, etc. se balade aussi dans différents... Enfin, Le Point, il a eu la chance de tomber sur Pinault et d'être relativement stabilisé. Bon, et puis ensuite, Jean-Luc Lagardère meurt. Et il a pour héritier un dénommé Arnaud qui est complètement nul en tout ce qui est presse. Et lui, il vend. Il balance, il s'en fout, ça ne l'intéresse pas. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le tennis et le bronzage. Et bon, à un moment, Jade Forest, mais c'était autre chose. Donc, il vend, il se débarrasse. Il se débarrasse, et bon, et voilà. Et maintenant, il a tout vendu à Bolloré, il n'a plus rien, et voilà, vous inquiétez pas. Donc, maintenant, on a eu une phase de concentration, puis une phase de déconcentration dans les années 2000. Et maintenant, on a de nouveau, et ce n'est pas vraiment de la concentration, je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'à part Bolloré, qui est un cas tout à fait spécifique, mais qui fait très peu d'informations, il fait surtout du divertissement avec Vivendi. Hein. Les autres, quand on parle des milliardaires qui possèdent la presse, Xavier Niel, le groupe de Xavier Niel, c'est moins de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Hein. Le groupe de presse de Xavier Niel. Iliad, le groupe de télécom de Xavier Niel, c'est 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Le Figaro, c'est 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, le groupe Figaro. Le groupe Dassault, c'est 7 ou 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Vous voyez, c'est des danseuses. C'est des, comme on disait au 19e siècle, excusez-moi mesdemoiselles, mesdames, hein, ça fait un peu sexiste, mais bon, c'est pas à l'heure de MeToo, mais un banquier, il se payait une danseuse de l'opéra de préférence, de l'opéra de Paris ou de... Bon, voilà, pour paraître en société, et pas seulement. Eh bien, c'était aussi ça. Alors, c'est pourquoi faire, ça c'est un autre problème. Bien, la concentration actuelle, ce n'est pas une concentration, c'est un problème de propriétaire, mais parce qu'on n'a pas su créer en France des grands groupes à cause des ordonnances de 44 et de leur suite qui ont été décrites par Jean-Marie Charon. On n'a pas su créer des grands groupes type Bertelsmann ou Springer en Allemagne. On a été empêché de le faire par toute une série de problèmes. Bon, je vous remercie beaucoup pour toutes ces explications. Est-ce que dans la salle, il y a des personnes qui souhaiteraient avoir des précisions ou poser une question ? Oui. On peut peut-être dire, pour répondre à M. Evenot, on peut peut-être dire un mot sur ce que pèse aujourd'hui la presse en France, c'est-à-dire pas grand-chose. Les 1,5 milliard d'euros que vient de sortir notre ami pour racheter, notre ami Saadé pour racheter BFM TV et les radios, c'est que quelques porte-conteneurs. Donc en fait, c'est une paille. Et bon, je ne vais pas revenir, mais si on regarde aujourd'hui la presse quotidienne régionale, ce qu'elle avait été achetée, notamment la Provence, il y a quelques années, 80 millions d'euros, et ce qu'elle vaut aujourd'hui, c'est-à-dire rien du tout. Donc la valeur vénale de l'ensemble des entreprises de presse, malheureusement, est très détériorée, voire même pour certaines proches du dépôt de bilan. C'est aussi un petit peu une partie de la problématique d'aujourd'hui.
Est-ce que l'un de vous trois souhaiterait réagir à ces propos? On peut dire quand même qu'il y en a quelques-uns qui s'en sortent, qui essayent de s'en sortir. Je pense évidemment au Monde qui a réussi à convertir ses abonnés en abonnés numériques, mais ils sont encore très très fragiles, hein. Ils sont vraiment à la limite. Bon. Et puis les magazines, l'Obs, Télérama, etc., ne marchent pas si bien que ça. Donc c'est un groupe encore fragile, mais qui tient le coup, qui est à peu près à l'équilibre, un peu bénéficiaire, un peu déficitaire. Enfin, vous savez, on peut toujours s'arranger à quelques pourcents près sur les comptes, mais bon, en gros, ça marche. Mais il y a le Figaro qui marche parce qu'il s'est beaucoup diversifié dans toute une série d'activités. Alors ceux qui marchent bien, c'est ceux qui se diversifient. Le Télégramme, l'ex-Télégramme de Brest, devenu le Télégramme en 1944, il s'est diversifié. Plus de la moitié, maintenant c'est presque 60% de son chiffre d'affaires, c'est l'événementiel. Hein, la musique, le sport, le machin, le truc et le bidule. Ça permet de financer le journal, mais c'est plus vraiment du journalisme. Mais c'est pas grave, hein. Moi, ça me dérange pas si ça permet de financer un journal intéressant. Le problème, c'est jusqu'où ça ira, quoi. Bon. Mais sinon, effectivement, la Provence, Saadé l'a surpayé. Il a payé, en dédommageant Xavier Niel, il a payé plus de 100 millions d'euros, alors que c'était un journal qui valait 10 millions maximum. Enfin bon, voilà. Bien, c'est tout. Vous vouliez rajouter quelque chose, Monsieur Charon? Oui, je crois que si on repart sur la question actuelle, et je pense que c'est intéressant d'évoquer les ordonnances de 1944 dans la période actuelle, parce que est-ce qu'on est vraiment dans le même monde? Moi, quand je regarde, par exemple, quand vous parlez de la dévaluation des entreprises de médias, ce qui me frappe beaucoup sur le paysage actuel, c'est le poids qu'ont pris aujourd'hui les plateformes numériques. Hein. C'est-à-dire que, en fait, on est en train de vivre en direct ce qu'on nous avait annoncé dans les années 90, mais qui a mis longtemps à se mettre en place. C'est-à-dire que le numérique, enfin l'Internet, hein, pour parler plus classiquement, d'un côté nous a amené la gratuité, de l'autre côté nous a enlevé la publicité. Si vous regardez aujourd'hui le smartphone, qui est quand même le support principal de toute une partie, de toutes les générations jeunes, et puis plus que les jeunes aujourd'hui, je crois que sur les revenus publicitaires du smartphone, 80% sont captés par Google et Facebook aujourd'hui. Et les médias sont, je dirais, une pointe d'aiguille par rapport à cela. Donc effectivement, on voit que d'un côté, il y a les équilibres de plus en plus difficiles à réaliser pour la presse, qui elle est presse écrite, qui elle est prise en tenaille entre la diminution de l'achat de journaux, parce que le problème de l'information gratuite, et de l'autre côté, effectivement, cette publicité qui s'échappe trimestre après trimestre. Quand vous suivez les conférences de presse de l'IREP, hein, qui est chargé d'analyser le marché publicitaire, on vous dit oui, le marché publicitaire, ça marche plus ou moins bien, mais en ce moment, ça marche plutôt pas trop mal, parce qu'on parle du numérique. Mais dès qu'on parle des médias traditionnels, on s'aperçoit que la télévision est devenue stagnante, alors que pendant très longtemps, c'était une source de profit très importante, d'où les problèmes de BFM, enfin, etc. Que la radio est devenue un média d'abord plutôt petit, et puis qui plutôt a tendance à baisser. Et la presse écrite, maintenant, c'est une dégringolade infernale. Je crois qu'on est sur une vingtaine d'années à moins 50% de revenus publicitaires, enfin, je veux dire, touchés par la presse, même plus, je crois. Donc c'est ça le paysage. Donc c'est vrai que dans les facteurs de concentration actuels, il y a sans doute, et ça je pense que si on est absorbé, je dirais, par le débat plutôt politique, en se disant Bolloré d'un côté, Saadé de l'autre, etc., leur sensibilité politique, pourquoi on vend Marianne aujourd'hui, etc., est-ce que c'est pour la ligne politique, etc. Le fond du problème principal, c'est que les médias traditionnels sont complètement pris en tenaille par ces plateformes numériques, et que la concentration est pour beaucoup considérée comme le seul moyen de tenter d'équilibrer un peu, en audience par exemple, le poids de ces grandes plateformes numériques qui veulent de moins en moins payer d'ailleurs pour utiliser l'information qu'elles diffusent. Je crois que c'est là qu'on est vraiment. Et effectivement, ceux qui achètent aujourd'hui la presse, ce n'est pas pour construire de grands groupes de presse, mais c'est simplement un complément de leur activité
dans laquelle d'ailleurs ils grillent des bénéfices qui leur éviteront de payer des impôts, enfin des choses comme ça. Et puis il y a effectivement cette question de l'influence qui joue. Mais je pense que c'est pour ça que c'est un peu surréaliste, je suis désolé de le dire ici, c'est un peu surréaliste de dire aujourd'hui les ordonnances de 1944, qu'est-ce qu'elles nous disent? Parce qu'on n'est plus du tout dans le même monde. D'autre part, si vous voulez, pour avoir été aux manettes dans un ministère, dès que vous voulez bouger un peu une aide à la presse, mais vous n'êtes pas en France, vous êtes en Union européenne. Et en Union européenne, on est quand même dans un univers qui est extrêmement marqué par la pensée anglo-saxonne et dans laquelle, qu'on le veuille ou non, tout à l'heure on disait que les entreprises de presse n'étaient pas des entreprises pour faire du business. Dans l'Union européenne, les entreprises de presse, c'est fait pour faire du business. Et dès que vous voulez bouger un peu une aide à la presse, on vous dit immédiatement attention aux règles de la concurrence, attention, etc. Même simplement, regardez, si vous êtes en région comme nous deux et que vous recevez vos journaux, quand la Poste a le temps de nous les distribuer, si vous voulez dire, mais attendez, ça va pas, on va complètement réformer le système de la distribution via la Poste, etc. Mais immédiatement, vous dites, mais attends, mais la Poste, c'est plus l'État, c'est un système de distribution de courrier qui doit respecter les règles de la concurrence, etc. Parce qu'on est en Europe. Point. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup. En plus, vous faites le lien avec les différents ateliers que le Club de la Presse a prévus. Oh, pardon, je n'avais pas vu qu'il y avait une question. C'est pas tout à fait une question, c'est plutôt un témoignage, puisque je suis l'ancien directeur général de La Voix du Nord. J'ai donc vécu la perte de l'indépendance. Et je dis simplement aujourd'hui, j'ai été aussi rédacteur en chef, donc je connais bien le métier. Parce qu'à l'époque, c'était dirigé par des journalistes, ça n'est plus le cas aujourd'hui. Il n'y a pas de recette miracle. Pourquoi? Parce qu'en 89, Robert Hersan lance une OPA sur La Voix du Nord, par l'intermédiaire de 3 financiers dont j'ai oublié un peu les noms. Ben Soussan, Bels, et puis peu importe, oui. Et donc 89, donc à l'époque, l'action avait été achetée principalement par le syndicat du livre, par les membres du syndicat du livre, parce que les journalistes n'étaient pas très portés vers l'actionnariat. Ça coûtait 300 francs. Je parle en francs parce qu'à l'époque, c'était les francs. 300 francs l'action. On a lancé un rachat de l'entreprise par les salariés avec un prix de l'action à 2500 francs. 2500 francs, et on a récupéré l'essentiel de l'actionnariat au sein du personnel. 72% pour le personnel, à peu près 15% et 15% pour les actionnaires historiques, les résistants, et puis 15% pour le Crédit Agricole. Il y a eu une deuxième OPA en 99, lancée par, entre guillemets, Rossel, mais derrière Rossel, c'était la Socpresse. Et à l'époque, j'étais aux affaires, l'action était cotée à 7500 francs. L'OPA a permis aux gens de s'enrichir, puisque l'action est passée du jour au lendemain de 7500 francs à 40 000 francs. Et là où on pensait être protégé parce qu'on avait justement ouvert l'outil de travail aux salariés, ben, c'est tout à fait le contraire, puisque tout le monde a vendu. Tout le monde a vendu, aussi bien les ouvriers du livre que les journalistes, que les syndicalistes, que le conseil de surveillance. Et pour avoir vécu tout ça de l'intérieur, je peux vous dire que c'est extrêmement compliqué. Parce que c'est une vraie guerre civile à l'intérieur d'un journal entre ceux qui ont des actions et qui veulent les financer, les opportunistes qui en vendent la moitié à l'un et la moitié à l'autre,
Et puis ceux qui n'en ont pas, et là, c'est la crise. Voilà, c'est simplement un témoignage que je voulais apporter. Je vous remercie beaucoup. Alors, merci à nos 3 intervenants qui, en plus, ont fait le lien avec les ateliers qui vont suivre sur les réseaux sociaux, sur les radios, pour développer un petit peu la presse clandestine et la presse de 1944. Nous proposons tout à l'heure d'assister au vernissage de l'exposition dans le hall. Et puis, je vais laisser Philippe Allienne conclure. Non, je vous remercie. Je voulais simplement appeler Ludovic Place, je pense qu'il est arrivé. Voilà, je ne vous connaissais pas. Si vous voulez dire un mot, puisque nous avons évoqué votre présence tout à l'heure. Merci beaucoup de nous recevoir. Merci. Merci à toutes et à tous, et vous messieurs, pour cette présentation de l'histoire de la presse finalement, à une époque où en 30 ans finalement la presse a complètement changé. Et moi quand j'ai été formé au journalisme, on était à la bascule entre la presse d'hier et la presse d'aujourd'hui. Et c'est vrai qu'à l'époque, on voulait, moi, m'envoyer être secrétaire de rédaction au bien public à Dijon. L'avenir de la presse, c'était le secrétaire de rédaction au bien public à Dijon. Mais nous, notre souhait, c'était de maîtriser la presse audiovisuelle. Savoir utiliser une caméra, savoir partir sur le terrain avec une caméra, faire des sujets en autonomie et ramener de l'information. Donc on était à la bascule entre ces deux mondes. Et je pense que ces deux mondes-là, maintenant, vont encore changer. Et c'est pour ça que l'ISFJ vous accompagne avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est un débat qui va être peut-être évoqué aujourd'hui, je ne sais pas, lors de ce colloque. Mais en tout cas, moi, j'encourage les journalistes d'aujourd'hui et de demain à maîtriser l'information dans ce qu'elle a de plus important, c'est-à-dire l'investigation. Il va falloir produire du contenu, il va falloir aller chercher l'information, et c'est ce qui fera la différence entre les journalistes d'aujourd'hui et les journalistes de demain. Vous allez devenir vos propres médias, vous allez pouvoir peut-être monter aussi des structures d'information, puisque les outils le permettent, et les outils vont vous donner aussi une certaine autonomie. Donc on va peut-être sortir du capitalisme de la presse et la réinventer. Donc je pense que le journalisme a vraiment un bel avenir, à la condition effectivement de s'adapter et puis de proposer des contenus aux lecteurs, des contenus qui ne seront pas accessibles si facilement parce qu'il faut aller chercher l'information. Donc moi je crois vraiment à l'avenir du journalisme, l'avenir de la presse telle qu'on la connaît. Je pense qu'effectivement sur le plan strictement écrit est peut-être en péril, même si les magazines, à mon avis, peuvent avoir leur place. On parle des MOOC, je ne sais pas si vous connaissez les MOOC, magazines, livres, qui vont chercher l'information, et c'est le travail du journaliste qui fera la différence. Donc c'était important de retracer cette histoire du journalisme, parce que c'est en connaissant l'histoire qu'on peut mieux appréhender finalement ce qui nous attend. Je ne sais pas si les jeunes journalistes avaient conscience de tous ces mouvements journalistiques et de presse depuis finalement ces 70 dernières années, mais c'est important de l'avoir en tête pour mieux évoluer ensuite. Donc moi je suis très content que les étudiants de l'ISFJ aient assisté à cette conférence, participent à ce colloque, parce que ça permet de remettre un certain nombre d'idées en place. Mais je crois que le journaliste, le métier de l'information ont de vraies perspectives, à condition que vous maîtrisiez cette recherche de l'information avec l'éthique, la déontologie et les bonnes pratiques qui vous sont inculquées, et que vous soyez certain que si vous êtes vigilant, si vous êtes capable finalement de vous adapter à ce qui nous attend, vous aurez effectivement peut-être cette mission que d'informer vos lecteurs, vos spectateurs, vos internautes avec d'autres outils, mais avec une presse renouvelée. Donc moi je suis assez optimiste, peut-être un peu trop, mais il faudra aussi peut-être jongler avec la communication, adapter les budgets, faire des contorsions, chercher de l'argent aussi. Mais on est vraiment à l'aube, à mon avis, d'une troisième révolution. Après la presse écrite, la télé, la radio, le web, la révolution de l'information, elle est maintenant. Donc on s'engage sur de nouvelles voies, et c'est maintenant que tout va se jouer, à mon avis. Donc ce colloque était très intéressant pour justement montrer d'où on part
et là où on va peut-être arriver. Donc merci beaucoup pour votre attention. Et les étudiants de l'ISFJ, je vous remercie de votre présence ici, puis tous les invités aussi, et au plaisir d'échanger avec vous. Merci beaucoup.